Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Au programme de cette émission, l'actualité. On parlera de CS Group qui veut inaugurer son propre centre de contrôle dédié aux nanosatellites à Toulouse. On parlera aussi du centre spatial guyanais dans la tourmente après les retards et échecs répétés des lanceurs européens. Les syndicats alertent sur les suppressions de postes à venir. Et puis direction les Émirats alors que le directeur de l'agence spatiale russe vient de boucler une visite de 3 jours dans le pays pour tenter de renforcer les collaborations spatiales entre les deux pays. Nous passerons un call actu à la directrice de la stratégie de The Exploration Company alors que la société vient de lever 40 millions d'euros. Et puis en deuxième partie d'émission, ce sera le Space Talk avec encore un acteur de l'actualité, Exotrail, la start-up. Elle aussi vient de réussir une levée de fonds de 54 millions d'euros. L'occasion pour nous de faire le tour du sujet si prometteur de la logistique spatiale, la logistique dans l'espace, un sujet qu'on va traiter avec Maxime Puteaux d'Euroconsult et Jean-Luc Maria, CIO d'Exotrail. Voilà pour le programme, on démarre Smart Space sur Bismart, c'est parti. À Toulouse, CS Group sera équipé d'ici la fin de l'année de son propre centre de contrôle adapté aux besoins des nanosatellites. Le groupe développe entre autres des outils de surveillance de l'espace pour les grands industriels, les agences spatiales ou même le gouvernement, comme lors des exercices militaires Astérix organisés au sein du commandement de l'espace. Ce centre doit permettre de multiplier les activités du groupe dans l'espace, diversifier ses missions et garantir un contrôle autonome de ces technologies depuis la Terre. Les syndicats du centre spatial guyanais tirent la sonnette d'alarme alors que le centre va connaître une baisse importante de son activité en 2023 et 2024. Cette baisse touchera 40 entreprises sous-traitantes et menace, selon les syndicats, 200 à 300 emplois parmi les 1600 personnes qui travaillent sur place. Une baisse qui explique la dirigeante du port spatial à l'AFP par la fin à venir d'Ariane 5, le retard d'Ariane 6, l'arrêt brutal du lanceur russe Soyouz suite à l'invasion de l'Ukraine, mais aussi la suspension du programme Vega C en décembre dernier, après l'échec du tout premier vol commercial. Alors une réunion a eu lieu le 17 janvier avec les syndicats de la base, a indiqué Jean-José Mathias, le délégué UTG du CNES. Les négociations se poursuivent avec les syndicats et elles doivent aboutir à la signature d'un accord en avril pour proposer des solutions alternatives au licenciement sec. La Russie cherche à renforcer la coopération spatiale avec les Émirats pour rééquilibrer l'influence des États-Unis. Le directeur général de l'agence spatiale russe, le général Yuri Borisov, vient tout juste de terminer sa tournée de 3 jours aux Émirats arabes unis. L'objectif, rééquilibrer autant que possible l'influence considérable que Washington exerce sur les organisations émiriennes. Le général affirme qu'il veut, je cite, élargir et approfondir les voies de collaboration qui existent déjà entre les deux nations. 40 millions d'euros levés pour la jeune start-up de The Exploration Company, fondée par Hélène Huby. Installée à Munich et à Mérignac, la société a développé un vaisseau Nix qui permettra de transporter du fret et ensuite des humains vers les stations orbitales et futures bases lunaires. Alors pour réagir à cette actualité, nous avons en ligne cette semaine Najwa Naimi, directrice du design et de la stratégie chez The Exploration Company. Bonjour Najwa, auprès de qui la société a-t-elle réussi à lever des fonds ? Bonjour Cécilia. Donc en effet, nos 40 millions levés ont été levés uniquement auprès de fonds privés. Donc ce tour a été co-leadé par Red River West et EQT. Nous avons aussi nos investisseurs de série C qui ont réinvesti. On a aussi eu la chance d'avoir le support de fonds réputés comme Judy Fund, Partech, Omnes et d'autres. Et on a également eu le support de grandes familles comme Dassault et Schlumberger. Est-ce que ces fonds que vous avez réussi à récupérer, 40 millions d'euros, qui est quand même une somme assez exceptionnelle aujourd'hui, sont déjà attribués pour des dépenses précises ? Oui, tout à fait. Donc en fait, ces fonds vont financer la fabrication, l'assemblage et la qualification de notre capsule de démonstration, dont le vol est prévu en 2024, et également une partie du développement du véhicule opérationnel Nix Earth, dont le premier vol est prévu en 2026.
Donc on va aller plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, The Exploration Company n'a pas besoin pour arriver à son premier lancement de 2024 de relancer une collecte de fonds. Non, en effet, on a dimensionné le plan de financement pour pouvoir aller jusqu'au vol de 2024 avec une marge raisonnable et on recommencera à lever fin 2024. Alors, quelle va être la prochaine étape pour The Exploration Company maintenant que vous avez réalisé cette levée de fonds ? Bon, la prochaine étape, comme vous l'avez compris, c'est la fabrication de notre capsule de démonstration. On a déjà commencé, on a déjà le bouclier thermique qui est en ce moment même en cours de forgeage. Et donc, on va commencer l'assemblage de la capsule à Munich dans notre bâtiment d'intégration dès cet été. D'un point de vue commercial, comme ce vol 2024 est déjà complet, on est en train d'ouvrir en ce moment la vente sur le vol 2026. Et puis, comme je vous le disais, la prochaine levée aura lieu fin 2024. Alors, est-ce que cette levée de fonds a attiré déjà de nouveaux clients ? Est-ce que vous pouvez nous le dire ? Oui, alors c'est vrai qu'on est très content parce que, comme vous le savez, c'est la levée de série A la plus importante qui ait jamais été réalisée dans le domaine de la Space Tech européenne. Donc c'est vrai que ça nous a donné une assez bonne couverture et visibilité. Donc oui, on a pas mal de partenaires qui viennent nous voir, pas mal de clients, mais également beaucoup de très très bonnes candidatures. Car on le sait, voilà, on cherche aussi à faire grossir notre équipe et c'est vrai que la levée a donné beaucoup de visibilité. On en avait déjà pas mal, mais là c'est vrai que ça a donné un petit coup de boost. Est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être pour ceux qui nous regardent, combien d'emplois vous allez proposer dans l'année à venir chez The Exploration Company ? Oui, tout à fait. Donc en fait là on en a déjà une quinzaine qui sont ouverts sur notre site internet. Donc voilà, tout le monde peut postuler. Et c'est vrai qu'on a déjà reçu des candidatures qui se comptent par milliers. Donc on est en train d'évaluer tout ça. Et on est très content de voir l'attrait que ça peut avoir pour les très bonnes compétences qu'on a en Europe sur le domaine du spatial. Merci beaucoup Najwa Naimi. Je rappelle que vous êtes directrice du design et de la stratégie CGR Exploration Company qui vient tout juste de lever 40 millions d'euros uniquement en fonds privés pour peut-être aboutir certainement au premier lancement de sa capsule Nyx en 2024. On enchaîne quant à nous avec le Space Talk sur Bismart. La logistique des transports, c'est aussi une affaire d'espace, là-haut, en orbite, et c'est une affaire prometteuse, puisque la start-up ExoTrail, spécialisée en système de propulsion et logistique des satellites, vient de réaliser une levée de fonds de 54 millions d'euros en série B. Pour tout connaître des secrets de ce secteur en plein essor, le directeur général d'ExoTrail, Jean-Luc Maria, est avec nous en visio depuis les États-Unis, où se tient le SmallSat Symposium, un rendez-vous immanquable pour les acteurs du spatial. Bonjour Jean-Luc Maria, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Cécilia, merci pour l'invitation. 54 millions d'euros, c'est digne des sommes levées aux États-Unis, ça ? Oui, effectivement. On commence à se rapprocher en Europe de belles levées de fonds qui peuvent avoir lieu aux États-Unis, effectivement. Alors de quoi on parle quand on parle de logistique dans l'espace ? Sur Terre, on imagine assez aisément du transport mobile, on va même voir les conteneurs, le transport maritime. Enfin, on arrive un petit peu à se faire une idée, mais alors, dans l'espace, c'est quand même assez flou. Alors, en fait, pas tellement. Le parallèle nous qu'on fait chez ExoTrail, c'est que la logistique terrestre est apparue lorsque, finalement, il y a eu une augmentation de l'économie de marché, une augmentation, on va dire, des transferts d'objets d'un endroit à un autre. Et là, il y a eu émergence de sociétés de logistique qui, finalement, ont des challenges tous les jours de stockage des éléments à transporter, d'optimisation des routes, de gestion de flotte de véhicules pour transporter ces éléments. Et en fait, dans l'espace, il est en train de se passer un petit peu la même chose. Il y a accélération de l'accès à l'espace. On utilise aujourd'hui l'espace dans notre quotidien, parfois sans même le savoir. Et donc, il y a de plus en plus d'objets pour répondre à des besoins terrestres, de plus en plus d'objets dans l'espace. Et tous ces objets dans l'espace, il faut les faire bouger, il faut leur faire rejoindre leurs orbites opérationnelles après le lancement. Il faut les maintenir sur leur orbite une fois qu'ils y sont pour maximiser leur performance et leur durée de vie. Et puis, de plus en plus, il va y avoir des aspects de durabilité de l'espace et du coup de gérer en particulier la fin de vie de ces objets. Et donc, tout ça, ce sont des sujets de mobilité et on peut avoir une approche logistique du sujet. C'est exactement ce qu'on fait chez ExoTrail. Alors, concrètement, à quel besoin vous répondez chez ExoTrail ? C'est quoi votre techno ? Alors,
comme sur Terre, il n'y a pas une solution de mobilité unique pour adresser tous les besoins de mobilité. Les logisticiens terrestres, ils vont s'appuyer, comme je le disais, sur des entrepôts, sur des logiciels d'optimisation et sur des flottes de véhicules. Et donc, dans l'espace, nous, on a la même approche. Il n'y a pas une solution unique pour adresser tous les besoins de mobilité que j'ai mentionnés. Et donc, on a développé progressivement chez Exotrail ce qu'on appelle notre concept de hub de mobilité. On a démarré l'entreprise il y a 5 ans avec 2 premiers produits qui sont d'abord un logiciel de ce qu'on appelle de conception mission. C'est un logiciel qui va permettre de bien répondre justement aux besoins de mobilité de bout en bout avant de construire quoi que ce soit. Et puis un deuxième produit par lequel on a commencé, qui est là un élément de mobilité à implémenter pour bouger dans l'espace, qui sont des moteurs avec une technologie un petit peu particulière, on appelle ça des moteurs électriques, qui vont permettre justement, une fois implémentés sur les satellites, de les bouger. Et puis on a complété cette année, et la levée de fonds que l'on réalise doit servir à accélérer dans cette voie-là, on a ajouté 2 produits à ce concept de hub de mobilité. Un service de transport spatial, c'est une alternative ou un complément à mettre un moteur sur chacun des satellites. C'est donc un service de transport, c'est un peu la logistique du dernier kilomètre dans l'espace après le lancement, où vous allez avoir un satellite convoyeur qu'on appelle le Space Van, que vous allez remplir de plus petits satellites, et ce satellite convoyeur va aller déposer un par un les satellites qu'il contient sur leur orbite opérationnelle. Et dernier produit, une fois que vous avez votre satellite ou vos satellites dans l'espace, il faut les opérer, c'est-à-dire qu'il faut un logiciel donc, que l'on met sur le marché très bientôt, qui s'appelle Space Tower, un logiciel qui va permettre d'automatiser le mouvement de votre ou de vos satellites dans l'espace pour pouvoir le faire bouger de la façon la plus optimale possible. Et donc, toute cette offre-là, c'est l'offre aujourd'hui d'Exotrail pour répondre à ces besoins divers de mobilité dans l'espace. Alors, j'allais vous demander quel autre outil on pourrait utiliser, on pourrait avoir besoin dans l'espace pour opérer cette logistique, mais j'ai l'impression que vous couvrez quand même assez pas mal les besoins. Est-ce qu'il y a des gaps technologiques encore à franchir pour aller plus loin ? Alors oui, là, nous, on est donc focalisé aujourd'hui sur les 4 produits que je viens de vous décrire, mais en fait, l'évolution de la logistique spatiale, telle qu'on l'entrevoit chez Exotrail, c'est d'aller en fait progressivement vers un modèle de réutilisation des objets dans l'espace. Le modèle de l'espace aujourd'hui, je fais souvent le parallèle, mais c'est comme si vous achetez une voiture neuve, vous faites un plein, et puis lorsque vous avez terminé votre premier plein, vous jetez votre voiture. C'est ça l'espace aujourd'hui, c'est ça les satellites aujourd'hui. Ça, c'est un modèle qui n'est pas tenable. C'est pas tenable sur Terre, ça ne l'est absolument pas dans l'espace. Et donc, on doit réfléchir à des solutions de réutilisation. Et donc, à terme, on est convaincu qu'il va y avoir des sujets logistiques à adresser qui vont être, par exemple, du rechargement en carburant de satellites qui auraient terminé d'utiliser leur carburant initial, donc des missions d'extension de durée de vie, mais aussi des sujets de dépollution de l'espace. Il y a de plus en plus d'objets, des objets actifs, mais aussi des objets qui ont terminé leur vie, soit des satellites complets, soit des débris lorsqu'ils se sont disloqués. Et donc, on va avoir progressivement des enjeux d'aller dépolluer l'espace, c'est-à-dire d'aller s'approcher d'objets, de les contacter, et puis d'aller les bouger, soit de les faire redescendre dans l'atmosphère pour qu'ils se consument, soit aller les mettre sur des orbites sur lesquelles ils vont moins gêner, où on va du coup libérer des orbites pour des applications terrestres. Donc tout ça, ce sont des nouveaux cas d'usage qui vont progressivement apparaître et qui rentrent tous finalement dans le sujet de la logistique. Donc si je comprends bien, n'importe quel acteur, qu'il soit institutionnel ou privé, qui va dans l'espace, qui envoie un objet dans l'espace ou alors qui fait un voyage temporaire dans l'espace, pourrait avoir des besoins de logistique. Oui, c'est notre vision chez Exotrail, c'est qu'en fait, lorsque vous êtes dans l'espace, vous avez ces besoins de mobilité et finalement, qui que vous soyez un acteur on va dire étatique, institutionnel ou un acteur commercial, vous avez ces besoins de mobilité, ce sont des besoins universels. Et donc, il faut amener une offre qui n'existe pas vraiment aujourd'hui, qui va donc se superposer ce qu'on appelle à la chaîne de valeur du spatial actuel, et qui va en fait aider tous les opérateurs satellites à bouger de la façon la plus efficace, la plus pertinente possible pendant toute la durée de vie des actifs de l'espace, depuis le lancement et la séparation du satellite depuis le lanceur jusqu'à la fin de vie du satellite.
Alors en août dernier, l'armateur marseillais CMA-CGM a dévoilé sa participation au capital de l'exploitant français Eutelsat. Est-ce que c'est le signe que les acteurs de la logistique sur Terre vont s'aventurer dans l'espace ? Alors oui, nous on en est convaincus chez Exotrail. La logistique spatiale va être à terme une extension de la logistique terrestre. Les logisticiens terrestres, ils ont peu à peu investi les différents domaines, d'abord le terrestre, ensuite le maritime, et puis l'aérien. Et donc, on peut très bien imaginer, et c'est donc ça qu'on est convaincu chez Exotrail, que très bientôt, il va y avoir une 4e composante qui va être ajoutée à cette activité logistique, qui va être la logistique, mais dans l'espace. Et donc, CMA-CGM est un très bon exemple, probablement un des plus avancés aujourd'hui, un des pionniers dans cette vision d'évolution de la logistique vers l'espace. Et donc, les participations qu'ils ont en particulier pris chez l'opérateur Eutelsat va dans ce sens-là. C'est à la fois pour pouvoir optimiser leurs activités logistiques terrestres depuis l'espace, oui, mais également pour aller progressivement se positionner sur cette extension de la logistique terrestre vers l'espace. Est-ce qu'ils ont le savoir-faire ? Parce que c'est quand même pas la même chose de faire ça sur Terre et de faire ça dans l'espace. Ils ont les besoins, évidemment, parce que ça pourra appuyer leur logistique sur Terre, mais est-ce qu'ils ont le savoir-faire ? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter aux acteurs du spatial ? Alors, l'environnement est effectivement différent. Donc, les solutions logistiques à amener sur le marché vont être de nature différente. Et c'est là où Exotrail intervient par sa connaissance, par ses compétences de l'environnement spatial et du coup des solutions de mobilité à amener pour ce domaine-là. Néanmoins, les logisticiens terrestres, en particulier CMA-CGM, ont une compétence en particulier d'optimisation des flux. CMA-CGM, par exemple, a un centre de contrôle de toute leur flotte de bateaux. Et finalement, on peut imaginer à terme avoir des flottes de véhicules logistiques dans l'espace. C'est bien ça qui est la vision d'Exotrail à terme. Flotte de véhicules qui soient mobilisables à la demande. Et en fait, il y a ce parallèle-là où les logisticiens terrestres aujourd'hui sont confrontés à devoir optimiser en permanence le mouvement de toutes les composantes de leur flotte, de tous les véhicules. Et en fait, ça va être la même chose dans l'espace. Bien sûr, donc avec des contraintes et un environnement différent, mais la méthodologie de gestion en fait de flotte a des similitudes qui sont très très fortes. Mais comment ils vont interagir avec les acteurs du spatial ? Là, on voit qu'ils ont une participation chez Eutelsat. Quelle est la relation avec les startups ? Alors, on espère que la relation avec les startups va s'accélérer entre les logisticiens terrestres et des sociétés comme Exotrail. En tout cas, c'est une volonté qu'on souhaiterait chez Exotrail, justement, parce que finalement, la compétence de la mobilité dans l'espace, aujourd'hui, elle n'est pas chez les logisticiens terrestres, elle est dans des sociétés comme la nôtre, et donc il y a énormément de synergies possibles pour aller construire justement cette 4e composante de la logistique, qui est la logistique terrestre, en s'appuyant sur les compétences du coup de gestion de flotte, comme je le mentionnais, des logisticiens terrestres. Donc, on est tout à fait, bien sûr, ouvert et on discute déjà avec plusieurs logisticiens terrestres pour essayer de voir comment avoir un schéma efficace, vertueux de dialogue entre ces sociétés terrestres et puis des acteurs comme nous. Alors pour nous apporter une nouvelle vision sur ce marché, Maxime Puteaux, spécialiste des lanceurs chez Euroconsult, nous a rejoint en plateau. Bonjour Maxime, merci d'être avec nous. Vous avez participé à cet échange sur la logistique de l'espace. On était en train de parler des acteurs comme l'armateur marseillais CMA-CGM qui veulent s'emparer aussi de ce marché-là, puisqu'après tout, ils ont le savoir-faire. Jean-Luc Maria l'expliquait très bien, cette capacité à gérer autant de données et autant de déplacements. Ils veulent utiliser ce savoir-faire dans l'espace. Comment vous voyez-vous une cohabitation entre un secteur, des acteurs entrants dans le secteur spatial et des jeunes startups comme Exotrail ? C'est extrêmement intéressant puisqu'on a la rencontre d'intérêts, comme a pu le dire Jean-Luc tout à l'heure, entre des acteurs terrestres qui sont spécialisés dans le métier. CMA-CGM est un des plus gros transporteurs mondiaux, un peu méconnu du grand public, mais c'est un acteur de poids, avec évidemment une capacité d'investissement massive et une volonté de s'étendre dans tous les domaines du transport, dont le spatial, et évidemment aussi des acteurs comme Exotrail qui sont spécialistes dans leur domaine, et avec cette rencontre de deux intérêts peut être assez fructueuse. Est-ce que c'est impressionnant quand on voit un acteur comme CMA-CGM ? Est-ce que c'est impressionnant pour vous, par exemple Jean-Luc, de se dire un acteur avec autant de moyens qui rentre sur le marché, est-ce que ce sera un concurrent ou un allié ?
Alors nous, l'approche qu'on pousse beaucoup, c'est de réfléchir, comme je le disais, aux synergies entre nos deux sociétés. Donc aujourd'hui, on les voit d'abord comme un allié, et c'est bien le but de notre démarche actuelle, d'essayer de nous rapprocher de sociétés comme CMA CGM et comme d'autres, pour aller réfléchir ensemble, à voir quel est le meilleur schéma possible pour finalement rendre l'espace plus efficace, plus efficient, plus durable, par une approche logistique du domaine, parce que l'espace, comme je le mentionnais, est encore très 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 loin de modèles optimisés tels qu'on commence à les envisager sur Terre. Et donc voilà, aujourd'hui, nous, c'est pas une vision de concurrence que l'on a en tête, c'est vraiment une concurrence de partenariat pour aller investir cette nouvelle frontière de la logistique qui est la logistique terrestre. Vous voulez ajouter quelque chose, Maxime? Il faut bien comprendre que dans le spatial, en fait, aujourd'hui, on est complètement sous-optimisé. Le schéma classique de lancement d'un satellite avec un seul lanceur, un seul passager par lanceur, avec en plus un satellite qui est obligé d'emporter sa propre capacité de propulsion, c'est complètement sous-optimisé. Si demain, comme le propose Exotrail et ses concurrents, on est en mesure de transférer la fonction de transport à quelqu'un d'autre, de la réutiliser, on peut faire baisser les coûts, on peut aussi donner beaucoup plus de mobilité aux objets spatiaux et du coup démultiplier les usages. Est-ce qu'on a déjà une idée de ce marché, le marché de la logistique dans l'espace? Exotrail, vous êtes de toute façon lancé dans cette aventure, mais est-ce qu'on a idée du potentiel? Alors nous, Aeroconsult, on l'a estimé à plusieurs centaines de millions de dollars d'ici 2031, sur la base sur le transport dans l'espace seul. Peuvent également s'additionner d'autres services en orbite, celui de l'extension de vie des satellites, celui de leur ravitaillement, celui de la désorbitation, qui du coup pourraient nous transférer d'une économie centrée autour de l'orbite terrestre vers une économie autour du spatial, voire même autour des autres orbites. C'est le sujet que vous abordions tout à l'heure, cette idée de dire qu'en plus de la mobilité, en fait, la logistique spatiale de demain, c'est aussi le ravitaillement, c'est aussi une vision plus verte de l'espace, mais c'est aussi d'autres usages. Est-ce que le développement de la logistique spatiale sera la clé pour aller conquérir plus? C'est une manière de sortir un peu de la tyrannie des lanceurs d'aujourd'hui qui nous limitent en diamètre. C'est extrêmement contraignant pour le vol habité, mais aussi en volume, sans forcément avoir besoin d'un super lanceur type Starship. Donc cette logistique spatiale, cette logique de bloc peut permettre en effet de nouveaux usages. Et sur des applications très commerciales, mais comme du scientifique ou du vol habité un peu plus tard. Oui. Est-ce qu'on peut comparer les marchés américains et français en termes de logistique de spatiale aujourd'hui? Je vous pose la question aussi, Jean-Luc, puisque vous êtes aux États-Unis, puisque ça fait partie de vos ambitions d'aller conquérir ce marché-là. Est-ce que c'est plus mature en France ou aux États-Unis? Vous pouvez répondre, Jean-Luc. Oui, alors, c'est pas forcément plus mature sur tous les cas d'usage. Donc, comme on l'a mentionné, comme Maxime vient de le rappeler, il y a plusieurs cas d'usage de la mobilité, de la logistique dans l'espace. Un des premiers cas d'usage, c'est ce qu'on appelle le déploiement des satellites après le lancement. Ce que je disais tout à l'heure, c'est un des sujets qui nous intéresse chez Exotrail aujourd'hui concrètement, qui est le développement de ce véhicule de transfert orbital qui va aller déposer un par un les satellites à leur orbite finale. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui où il y a des sociétés en Europe et il y a des sociétés aux États-Unis. Donc, on joue à peu près à jeu égal sur ces sujets-là. Lorsqu'on commence à parler des cas d'usage plus avancés qu'on a évoqués tout à l'heure, qui sont des cas d'usage, par exemple, de ravitaillement, de contact, alors d'abord d'approche et puis de contact des objets, là, force est de constater qu'aux États-Unis, des sociétés ont déjà fait des démonstrations et commencent à potentiellement déployer des services opérationnels pour aller s'accrocher avec un satellite ravitailleur à un satellite existant pour lui prolonger sa durée de vie. Et donc, c'est là où il y a on va dire un décalage entre les avancées d'entreprises européennes et des entreprises côté États-Unis. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'il y a des démonstrations qu'il y a aujourd'hui un marché établi, réel, on va dire présentement accessible pour des entreprises comme les nôtres. On reste encore des startups et donc on a quand même un enjeu d'aller se positionner sur des cas d'usage dont on pense qu'ils sont en train d'arriver et pour lesquels il y a de la valeur à créer. Et donc aujourd'hui, concrètement, le cas d'usage de logistique est le premier qui arrive, c'est ce cas d'usage du déploiement post-lancement. Les prochains qu'on a évoqués, on pense tous qu'ils vont arriver, on a encore une difficulté à évaluer à quel moment ils vont arriver. Par contre, l'intensité technologique qu'il va falloir maîtriser pour se positionner sur ces marchés-là nécessite d'anticiper. Et donc, c'est dès aujourd'hui qu'il faut quand même penser quelles vont être les technologies dont on va avoir besoin et potentiellement les développer.
Maxime ? Et à l'opposé, sur le sujet des débris spatiaux et le retrait par des satellites des véhicules tiers, les États-Unis sont complètement en retard par rapport à l'Europe et au Japon, qui, tant du côté des agences que des startups, sont beaucoup plus proactifs. L'ESA, ClearSpace en Europe, et l'AJAXA et Astroscale au Japon. Et les Américains semblent enfin s'intéresser aux débris et peut-être aux mesures proactives pour les réduire, mais on voit bien que là, les startups américaines sont vraiment derrière l'Europe. Un dernier mot, est-ce que l'interopérabilité, technologiquement parlant, en termes de marché aussi, ce sera la clé pour développer ce secteur florissant ? Sur le technique, c'est indispensable. Le transport aérien et maritime aujourd'hui ne serait pas ce qu'il est sans le cargo. Donc on voit bien qu'à mon avis, le sujet d'interface standard, de protocole de communication, même aussi de protocole d'approche, comment on fait un rendez-vous avec un satellite client, ça sera indispensable. Je pense que Jean-Luc aussi a un point de vue complémentaire là-dessus. Oui, complètement d'accord. La clé de développement de cette approche logistique passera par une standardisation des interfaces et j'ai même envie de dire, avant ça, le bon usage de l'espace pour permettre justement la croissance de ce type de marché doit aussi passer par une régulation du trafic spatial. Donc c'est un des enjeux majeurs aujourd'hui, qui est qu'il n'y a pas de réglementation comme on peut l'avoir sur un règlement aérien, par exemple. On n'a pas l'équivalent dans le spatial aujourd'hui. Et donc, c'est un enjeu collectif d'aller assez vite dans cette voie pour ensuite aller déverrouiller toute cette expansion pour beaucoup de besoins terrestres de l'usage de l'espace. Alors avant de conclure, est-ce que Jean-Luc, puisque vous êtes avec nous, vous pouvez nous donner les prochaines étapes pour Exotrail, puisque l'actualité qui nous a amené à ce sujet aujourd'hui, c'était cette levée de fonds de 54 millions d'euros. Oui, alors cette levée de fonds, cette belle levée de fonds, comme vous l'avez mentionné au début, elle a 3 objectifs. Le premier, c'est de nous permettre de monter en cadence sur nos produits historiques, que sont les logiciels de conception-mission et surtout la propulsion. Donc pour suivre la demande du marché et les commandes de nos clients. Le deuxième axe de cette levée, c'est d'introduire nos 2 nouveaux produits sur le marché, 2 nouveaux produits de mobilité qui sont donc le service de transport orbital qui s'appuie sur un véhicule qu'on appelle un véhicule de transfert orbital, Space Van chez nous, et notre dernier produit qui est le logiciel d'opération mission. Et le troisième axe de cette levée, qui est fondamental pour nous, c'est d'aller internationaliser la société. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une phase d'amorçage de la société. On a mis au point des premiers produits, on les commercialise aujourd'hui, on a une traction commerciale. Et donc maintenant, l'enjeu, c'est d'aller accélérer cette croissance. Et accélérer la croissance, c'est d'aller se rapprocher de nos principaux marchés, que sont aujourd'hui les États-Unis et l'Asie qui commence à avoir de très très belles perspectives. Et donc c'est pour ça en particulier qu'on est aux États-Unis cette semaine pour commencer à déployer, on va dire, l'entreprise sur ce territoire pour aller donc se rapprocher de ce marché considérable du spatial aux États-Unis. Merci beaucoup Jean-Luc Mariage. Je rappelle que vous êtes directeur général et cofondateur d'Exotrail. Merci à vous Maxime Puteaux d'avoir rejoint ce plateau pour nous donner vos éclairages sur ce sujet passionnant et à suivre de la logistique dans l'espace. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.